Dans l'épisode précédent, nous avons exploré l'histoire ancienne de Melkor, plus tard connue sous le nom de Morgoth, l'une des figures les plus importantes du légendaire de Tolkien. Nous avons vu ses origines en tant que l'un des plus puissants des Valar, sa rébellion contre les autres Valar et la destruction qu'il a causée aux 2 arbres de Valinor. Cela a conduit à sa fuite du Royaume béni vers la Terre du Milieu, marquant le début de son règne sombre. Dans cet épisode, nous reprendrons l'histoire à partir de ce moment crucial, en nous concentrant sur le retour de Morgoth en Terre du Milieu. En tant que seigneur des ténèbres, le règne de terreur de Morgoth s'étend, préparant le terrain pour des batailles épiques entre les forces du bien et du mal. Après son départ destructeur de Valinor, Melkor, embrassant pleinement sa nouvelle identité de Morgoth, retourna en Terre du Milieu et rétablit son bastion à Angband. Il n'était plus seulement le Valar rebelle. Morgoth devint une force malveillante, déterminé à apporter la ruine au monde. À son retour, il adopta le titre de Morgoth Boglir, avec Boglir signifiant le contraignant en Sindarin, soulignant sa domination croissante et son pouvoir d'opprimer et de lier les autres à sa volonté. Le regard de Morgoth se tourna rapidement vers les elfes qui avaient choisi de ne pas se rendre à Valinor. Il s'agissait des elfes de la Terre du Milieu, les Sindar, qui avaient longtemps vécu sans l'influence directe des Valar. Le roi Thingol régnait sur les Sindar à Doriath, un royaume isolé et enchanté. Círdan, un autre chef parmi les elfes, vivait sur la côte au havre de Phalas avec les Teleri. Pendant ce temps, Denethor, chef des Nandor, résidait dans les paisibles forêts d'Osiriande. Morgoth voyait ces elfes comme une menace pour ses ambitions et chercha à les détruire. En 1497, Morgoth lança sa première campagne militaire majeure contre les elfes en envoyant une grande armée d'orques entourer le royaume de Thingol à Doriath. Thingol, cependant, n'était pas sans alliés. Il appela Denethor et les Nandor à l'aide, et ensemble, ils rencontrèrent les orques de Morgoth en bataille entre les rivières Arros et Gélion. Les elfes, bien que surpassés en nombre, combattirent avec compétence et détermination. Les forces de Morgoth, prises en étau entre les 2 armées, furent vaincues et s'enfuirent vers le nord, seulement pour être coupées par les nains du mont Dolmed. Cette première défaite affaiblit l'influence de Morgoth, mais sa guerre était loin d'être terminée. Alors que le principal conflit se déroulait à Doriath, les forces de Morgoth engageaient également un siège prolongé contre les elfes de Círdan, au havre de Phalas sur le front occidental. Bien que Morgoth ait subi une défaite, ses forces restaient déterminées à pousser contre les derniers bastions elfiques, préparant ainsi le terrain pour d'autres conflits. L'obscurcissement de Valinor, causé par la destruction des 2 arbres par Morgoth, entraîna une série d'événements cataclysmiques qui modifièrent le cours de l'histoire de la Terre du Milieu. Parmi eux, se trouvait la rébellion de Fëanor. Le plus habile et le plus fougueux des Noldor, Fëanor, fut consumé par la colère et le chagrin après que Morgoth ait volé les Silmarils, la plus grande de ses créations. Avec le monde plongé dans les ténèbres, Fëanor incita les Noldor à se rebeller contre les Valar, abandonnant leur guidance pour poursuivre Morgoth et récupérer les Silmarils. Dans le cadre de sa rébellion, Fëanor commit un acte grave connu sous le nom de roi fratricide. Dans sa soif désespérée d'acquérir des navires pour se rendre en Terre du Milieu, Fëanor et ses partisans attaquèrent les Teleri au port d'Alqualondë, massacrant de nombreux elfes pour s'emparer de leurs navires. Ayant sécurisé les navires, Fëanor mena les Noldor vers l'est, à travers la mer jusqu'en Terre du Milieu. Ils débarquèrent à Losgard, dans la région du Beleriand, où Fëanor prit une décision choquante et décisive. À leur arrivée sur les rivages, il ordonna de brûler les navires des Teleri, un acte qui non seulement abandonna son demi-frère Fingolfin et le reste des Noldor en Aman, mais symbolisa également la rupture de toute réconciliation possible. L'ambition démesurée de Fëanor le poussait à affronter directement Morgoth, peu importe le coût pour sa propre famille. La destruction des navires attira l'attention de Morgoth, qui perçut rapidement l'arrivée des Noldor comme une menace pour sa domination en Terre du Milieu. Dans une attaque préventive, Morgoth envoya une force d'orques et de loups-garous à travers les montagnes d'Eredwetrin pour attaquer Fëanor et ses partisans. Bien qu'ils fussent largement surpassés en nombre, les Noldor étaient encore imprégnés de la lumière de Valinor, qui leur donnait une force extraordinaire. Ils combattirent avec une puissance inégalée, vainquant l'armée de Morgoth, contraignant les orques à se replier sur les plaines d'Ardegalen. Suite à cette victoire, Fëanor, consumé par son désir de vaincre Morgoth personnellement,
poursuivit les orques en fuite vers le nord, jusqu'à Dord Aedelos, le sombre pays sous l'ombre de la forteresse de Morgoth. Cependant, dans sa poursuite, Fëanor rencontra une force bien au-delà de sa puissance. Les Balrogs de Morgoth, menés par leur capitaine, Gothmog. Fëanor se battit vaillamment contre ces démons de feu, mais il fut finalement séparé de ses fils et mortellement blessé par Gothmog. Bien que ses fils soient arrivés à temps pour repousser les Balrogs, Fëanor succomba à ses blessures peu après. Sa mort marqua la première grande perte pour les Noldor en Terre du Milieu, et avec son décès, la direction des Noldor passa à son fils aîné, Maedhros. La bataille qui entraîna la mort de Fëanor fut connue sous le nom de la bataille sous les étoiles, car elle se déroula avant la création du soleil et de la lune sous le ciel étoilé de la Terre du Milieu. Peu de temps après la mort de son père, Maedhros se retrouva dans une situation précaire. Morgoth, cherchant à affaiblir davantage les Noldor, envoya un émissaire offrant des termes de paix. Le Seigneur des Ténèbres promettait même de rendre un des Silmarils volés aux Noldor. Malgré ses réticences, Maedhros accepta de rencontrer Morgoth pour négocier, mais il ne partit pas sans précaution. Il emmena avec lui une force armée. Cependant, la trahison de Morgoth ne connaissait aucune limite. Il tendit une embuscade à Maedhros avec une armée bien plus grande, tuant ses partisans et capturant Maedhros vivant. Morgoth emmena ensuite Maedhros à Tangorodrim, où il le suspendit par le poignet de sa main droite à un précipice, le laissant souffrir dans une agonie indescriptible comme un rappel vivant de la puissance de Morgoth sur les Noldor. Alors que Maedhros endurait sa torture, la direction des Noldor retomba temporairement sur Fingolfin, le demi-frère de Fëanor, qui était finalement arrivé en Terre du Milieu avec le reste des Noldor abandonnés en Aman. Son arrivée fut marquée par l'élévation du soleil et de la lune, signalant l'aube du premier âge de la Terre du Milieu. Le leadership de Fingolfin était plus mesuré que celui de Fëanor, mais tout aussi déterminé. En apprenant la captivité de Maedhros, le fils de Fingolfin, Fingon, entreprit une mission de sauvetage audacieuse. Avec l'aide de Torondor, le seigneur des aigles, Fingon s'envola vers Tangorodrim et trouva Maedhros, toujours suspendu au précipice. Incapable de le libérer entièrement, Fingon fut contraint de couper la main de Maedhros pour sauver sa vie. Après son sauvetage, Maedhros, dans un noble acte de réconciliation, renonça à sa revendication du trône des Noldor. Il reconnut Fingolfin comme le haut roi légitime, apaisant ainsi certaines des divisions causées par les actions de Fëanor. Malgré ses efforts, Morgoth n'était pas encore vaincu. Reconnaissant que les Noldor se regroupaient et fortifiaient leur position, Morgoth envoya des espions pour observer leur défense. Sa stratégie était de lancer une attaque lorsque les elfes seraient les moins préparés. Dans un mouvement soigneusement planifié, Morgoth libéra une armée d'orques pour frapper les Noldor sur plusieurs fronts. Son principal contingent attaqua Dorthonion, tandis que des groupes plus petits traversèrent la brèche de Maglor et le pass de Sirion, espérant surprendre les elfes. Cependant, les Noldor s'étaient préparés à une telle offensive. Ils n'étaient pas pris au dépourvu. Sur plusieurs fronts, de petites forces des Noldor parvinrent à vaincre les orques, et Fingolfin et Maedhros ripostèrent avec force contre la principale armée orque à Dorthonion. Le résultat fut une victoire éclatante pour les Noldor, et les forces de Morgoth furent à nouveau repoussées. Cette bataille, connue sous le nom de la Glorieuse Bataille, marqua un triomphe significatif pour les Noldor, qui purent affirmer leur supériorité militaire sur les armées de Morgoth. Bien que le siège d'Angband ait apporté une paix relative aux terres du Beleriand pendant près de 400 ans, Morgoth ne resta jamais inactif. Il savait que les orques seuls ne suffiraient pas à vaincre les Noldor, qui s'étaient révélés être des guerriers féroces et compétents. Pour rompre le statu quo, Morgoth commença à créer des créatures nouvelles et bien plus terrifiantes. Son arme la plus redoutable fut le premier des dragons, une bête effroyable nommée Glorung. Glorung, connu comme le père des dragons, fit une première apparition prématurée en l'an 260 du premier âge. Jeune et pas encore complètement développé, le pouvoir de Glorung était encore impressionnant, mais il n'était pas prêt pour le combat. Lorsqu'il émergea d'Angband, sa forme enflammée et son souffle dévastateur terrorisèrent les terres environnantes. Cependant, les archers-elfes des Noldor réagirent rapidement. Leurs flèches transpercèrent la peau de Glorung, et le jeune dragon fut contraint de battre en retraite à Angband, humilié et blessé. Près de 200 ans plus tard, Glorung revint, désormais complètement développé et bien plus puissant. En l'an 455,
Morgoth lança une attaque dévastatrice pour rompre le long siège qu'il avait retenu dans Angband pendant des siècles. Il déchaîna des torrents de feu depuis les profondeurs de sa forteresse, envoyant de grandes rivières de flammes à travers les plaines d'Ardegalen, qui avaient autrefois été luxuriantes et verdoyantes. Les incendies détruisirent la terre, la transformant en un désert désolé qui fut alors connu sous le nom « la poussière asphyxiante ». Alors que les flammes balayaient le Beleriand, Morgoth déchaîna toute sa puissance, envoyant Glorung, une armée de Balrog et d'immenses hordes d'orques dans la bataille. Les elfes, pris par surprise par la férocité de cette attaque, furent plongés dans le chaos. Le grand siège d'Angband fut brisé, et les forces de Morgoth déferlèrent hors de leur forteresse. La bataille qui suivit se déroula sur deux fronts principaux, à l'ouest et à l'est. À l'ouest, les frères de Galadriel, Angrod et Egnor combattirent vaillamment pour défendre leur royaume de Dorthonion, mais furent finalement tués par les forces écrasantes de Morgoth. Finrod, le seigneur de Nargothrond et le dernier frère de Galadriel encore en vie, se retrouva entouré au marais de Sérech, où il aurait péri s'il n'y avait pas eu l'intervention de Barahir, un seigneur de la maison de Béor. Barahir et ses hommes sauvèrent Finrod, forgeant ainsi un lien durable entre leurs familles, symbolisé par le don de l'anneau de Barahir, qui par la suite arriva entre les mains d'Aragorn au Troisième Âge. À l'est, la situation n'était guère meilleure. Les forces de Morgoth submergèrent les elfes et les hommes, capturant des positions clés à Lothlân, y compris la brèche de Maglor et le mont Rérir. Le feu de Glorung ravagea les terres entre les bras de la rivière Gélion, brûlant le Targélion et le lac Élévorn. Les elfes furent forcés d'abandonner Dorthonion, et la région autrefois belle devint un lieu d'ombre et de désespoir, renommé la forêt sous la nuit. La dévastation à l'est fut si complète que de nombreux survivants fuirent vers des royaumes plus sûrs comme Doriath et Hithlum, laissant une grande partie de la région sous le contrôle de Morgoth. Glorung, ayant atteint toute sa puissance, devint l'un des plus redoutables serviteurs de Morgoth, menant la destruction qui balaya le Beleriand. Cet événement est connu sous le nom de la bataille des Flammes soudaines. Bien que des poches de résistance subsistent, le siège d'Angband était rompu, et l'emprise de Morgoth sur le nord du Beleriand commença à se resserrer. Parmi les Noldor, nul ne ressentit plus profondément le poids de cette catastrophe que Fingolfin, le haut roi. Depuis sa forteresse à Hithlum, Fingolfin apprit la destruction à la fois à l'est et à l'ouest, la mort des frères de Galadriel et la retraite des Noldor de plusieurs de leurs bastions. Accablé de désespoir et de rage, Fingolfin crut que les Noldor étaient condamnés et que leur lutte contre Morgoth était désormais sans espoir. Dans sa fureur et son chagrin, Fingolfin résolut de défier Morgoth en personne. Seul, il chevaucha à travers les plaines brûlées d'Anfauglit, une terre désormais réduite à des cendres stériles par les rivières de feu de Morgoth. Le cœur brûlant de colère, il s'approcha des portes mêmes d'Angband, déterminé à affronter le Seigneur des Ténèbres en combat singulier. Avec la corne de sa maison, il sonna un appel puissant qui résonna à travers les terres, et avec son poing, il frappa sur les portes de bronze de la forteresse de Morgoth, défiant le Seigneur des Ténèbres de sortir. Morgoth, entendant le défi de Fingolfin, fut réticent à accepter. Bien qu'il fût le plus puissant des Valar, Morgoth était le seul parmi eux à connaître la peur, surtout après avoir subi des blessures lors de précédentes batailles avec les elfes. Cependant, ses capitaines et serviteurs avaient été témoins du défi audacieux de Fingolfin, et Morgoth ne pouvait pas refuser sans paraître faible devant ses armées. À contre-cœur, le Seigneur des Ténèbres émergea d'Angband, vêtu de son immense armure noire et brandissant Gronde, le marteau du sous-monde. Sa vaste silhouette dominait le champ de bataille comme un sombre nuage d'orage, projetant une ombre qui obscurcissait la lumière des étoiles. Fingolfin, cependant, ne faiblit pas. Il se tenait devant Morgoth telle une étoile brillante, son armure d'argent éclatante contrastant avec les ténèbres de son ennemi. Avec son épée, Rinegil, qui brillait comme de la glace, Fingolfin se prépara à affronter Morgoth dans ce qui allait devenir l'un des duels les plus légendaires de l'histoire de la Terre du Milieu. Morgoth balança Gronde avec la force d'un coup de tonnerre, chaque coup suffisamment puissant pour fendre la terre et laisser de grandes fosses dans le sol. Mais Fingolfin, agile et rapide, évita les frappes de Morgoth encore et encore. Avec chaque coup manqué, Morgoth s'enrageait davantage, mais Fingolfin continuait à riposter. Il blessa Morgoth 7 fois, provoquant des cris de douleur chez le Seigneur des Ténèbres. Les
blessures résonnèrent dans toute la forteresse de Morgoth, provoquant la peur et la consternation parmi ses serviteurs, et les échos de ses cris furent dits avoir été entendus dans tout le nord. Malgré sa bravoure et son habileté, Fingolfin finit par se fatiguer. La force implacable des attaques de Morgoth lui imposait un lourd tribut, et le sol autour de lui devint brisé et crevassé, rendant difficile d'éviter les coups massifs de Gronde. Par 3 fois, Fingolfin fut écrasé à genoux, mais chaque fois, il se releva, levant son bouclier brisé et portant le poids de son casque fracassé. Mais finalement, Fingolfin trébucha et tomba à la renverse, épuisé et blessé. Morgoth, voyant son opportunité, posa son grand pied sur le cou de Fingolfin, l'épinglant au sol. Pourtant, dans un ultime acte de défi, Fingolfin rassembla ses dernières forces et frappa le pied de Morgoth avec Rinnegill, tranchant profondément dans la chair du Seigneur des Ténèbres. Du sang noir coula abondamment, remplissant les fosses créées par les coups précédents de Gronde. Bien que Fingolfin périt sous le poids du pied de Morgoth, son dernier coup laissa Morgoth à jamais marqué. Dès ce jour, Morgoth boiterait, portant pour toujours la cicatrice de la bravoure du haut roi. Alors que Morgoth se tenait victorieux sur le corps de Fingolfin, il avait l'intention de donner le roi déchu en pâture à ses loups. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Torondor, le seigneur des grands aigles, fondit des hauteurs du ciel. Avec ses puissantes serres, Torondor frappa le visage de Morgoth, laissant des cicatrices profondes, puis emporta le corps de Fingolfin, l'éloignant du champ de bataille. Torondor vola jusqu'au sommet surplombant Gondolin, où Turgon, le fils de Fingolfin, régnait en secret. Là, Torondor déposa le corps de Fingolfin sur un sommet, et Turgon érigea plus tard un cairn pour honorer son père tombé au combat. Bien que Morgoth ait triomphé dans son duel avec Fingolfin, il ne s'en sortit pas indemne. Les blessures physiques et l'humiliation de sa victoire entraient Morgoth pour le restant de ses jours. L'histoire de Beren et Lúthien est l'une des plus emblématiques et des plus romantiques de toute l'histoire de la Terre du Milieu. Beren, qui avait survécu à de nombreuses épreuves après que le peuple de son père fut détruit par les forces de Morgoth, erra dans Doriath, où il vit Lúthien dansant sous la lumière de la lune. Leur amour fut immédiat, mais il ne serait pas sans difficulté. Lorsque Beren se présenta devant le roi Thingol pour demander la main de Lúthien en mariage, le roi elfe fut furieux à l'idée que sa fille puisse épouser un homme mortel. Dans une tentative de se débarrasser de Beren, Thingol imposa une condition impossible. Beren ne pourrait épouser Lúthien que s'il réussissait à rapporter l'un des Silmarils de la couronne de Morgoth. Beren, indompté par l'énormité de la tâche, accepta le défi et se mit en route. Il savait les dangers qui l'attendaient. Angband était la forteresse la mieux gardée de toute la Terre du Milieu, et le pouvoir de Morgoth était immense. Pourtant, il était déterminé à prouver son amour pour Lúthien. En chemin, Beren fut capturé par Sauron, le lieutenant de confiance de Morgoth, et emprisonné dans les cachots de l'île des loups-garous. Lúthien, refusant de laisser Beren affronter seul de tels périls, partit à sa recherche, aidé par Huan, le grand chien de Valinor, qui s'était pris d'affection pour elle. Avec l'aide de Huan, Lúthien infiltra la forteresse de Sauron, utilisant ses pouvoirs et ses enchantements pour vaincre les loups-garous qui gardaient la tour. Dans une confrontation finale, Lúthien surmonta même Sauron lui-même, le forçant à fuir sous la forme d'une grande chauve-souris. Elle libéra Beren, et ensemble, ils continuèrent leur quête vers Angband. Déguisé grâce au pouvoir magique de Lúthien, le couple parvint à infiltrer la salle du trône de Morgoth. Lúthien, usant de ses dons extraordinaires, chanta un sort qui plongea Morgoth et toute sa cour dans un profond sommeil. Cela permit à Beren de s'approcher du Seigneur des Ténèbres et de couper un Silmaril de sa couronne de fer. Cependant, alors que Beren tentait de s'emparer d'un deuxième Silmaril, le couteau qu'il utilisait se brisa et un éclat frappa Morgoth, le réveillant de son sommeil. Conscient du danger, Beren et Lúthien fuirent d'Angband, mais leur évasion ne fut pas sans péril. Alors qu'ils tentaient de quitter la forteresse de Morgoth, ils furent confrontés à Carcharoth, le plus grand des loups-garous de Morgoth, qui gardait les portes d'Angband. Beren tenta de repousser la bête, mais dans la lutte, Carcharoth mordit la main de Beren, avalant le Silmaril avec elle. Le loup, devenu fou à cause de la lumière sacrée du Silmaril qui brûlait en lui, se déchaîna à travers le Beleriand, semant la dévastation sur son passage. Bien que blessés, Beren et Lúthien réussirent à retourner à Doriath, où Beren présenta à Thingol la main qui manquait.
portant encore le Silmaril à l'intérieur de Carcharoth. Thingol, ému par leur courage, leur accorda sa bénédiction pour leur mariage. Mais la quête n'était pas encore terminée, car le Silmaril était toujours à l'intérieur de Carcharoth, et il fallait traquer la bête. La grande chasse de Carcharoth commença, menée par Huan, le légendaire chien. Le groupe traqua le loup à travers le Beleriand et finit par le coincer. Dans la bataille finale, Huan et Carcharoth s'entretuèrent, mais Beren survécut assez longtemps pour récupérer le Silmaril du ventre de la créature. Il mourut peu après, mais le chagrin de Luthien était si profond qu'elle choisit de le suivre dans la mort. Cependant, l'amour entre Beren et Luthien était si puissant qu'il transcendait les frontières de la vie et de la mort. Touché par le chagrin de Luthien et son amour indéfectible, Mandos, le Vala qui régnait sur les morts, leur offrit une seconde chance. Luthien eut le choix de revenir à la vie en tant qu'elfe immortelle ou de retrouver Beren en tant que mortelle, partageant son destin. Elle choisit la mortalité, renonçant à son immortalité elfique pour vivre avec Beren en tant que femme mortelle. Leur histoire devint une légende, non seulement pour leur amour extraordinaire qui défia la puissance de Morgoth, mais aussi parce que le Silmaril qu'ils avaient récupéré joua un rôle crucial dans les événements futurs de la Terre du Milieu. Inspiré par les actes de Beren et Luthien, Maedhros, le fils aîné de Fëanor, chercha à unir les peuples libres du Beleriand dans une grande alliance pour défier Morgoth. Cette alliance, connue sous le nom de l'Union de Maedhros, se composait de deux grandes armées. L'une à l'est, commandée par Maedhros lui-même, et l'autre à l'ouest, dirigée par Fingon, le haut roi des Noldor. L'alliance comprenait également les elfes de Gondolin, menés par le roi Turgon, ainsi que les nains de Bélégost sous leur roi, Azaghal. De plus, des hommes de l'Édin rejoignirent le combat, dirigés par Húrin et Hur de Dor-lómin, ainsi que Haldir et les hommes de Brétil. Malgré la force de l'union de Maedhros, Morgoth avait anticipé cette offensive et tendit un piège mortel. Alors que les forces de l'Est, dirigées par Maedhros, marchaient dans les plaines d'Anfoglit, un sombre nuage s'éleva autour de Tangorodrim, signe que Morgoth acceptait leur défi. À l'insu de l'Alliance, Morgoth avait déjà planifié de fracturer leurs rangs. De manière inattendue, Turgon de Gondolin arriva avec une troupe de 10 000 elfes, remontant le moral de l'armée occidentale de Fingon. Le plan était simple. L'armée de l'Est attirerait les forces de Morgoth, et une fois engagée, l'armée de l'Ouest attaquerait sur les flancs, écrasant les forces de Morgoth entre elles comme un marteau et une enclume. Cependant, Morgoth révéla sa tromperie lorsqu'une plus petite armée d'orques provoqua l'armée de Fingon à l'ouest. Gwynedor, un seigneur elfe de Nargothrond, fou de rage en voyant son frère Gelmir torturé par les orques, mena une charge prématurée. L'armée occidentale de Fingon suivit Gwyndor dans la bataille, attaquant les forces de Morgoth et atteignant même les portes d'Angband. Pendant un bref moment, il sembla que la victoire était à portée de main, car Morgoth trembla sur son trône. Mais Morgoth avait caché une armée dans les profondeurs d'Angband. Alors que les forces de Fingon se rapprochaient des portes, le piège fut déclenché. Des milliers d'orques, de balrogs et de loups-garous sortirent des tunnels dissimulés, massacrant la plupart des guerriers de Finnegon et repoussant les elfes loin des portes d'Angband. Simultanément, à l'est, l'armée de Maedhros connut un désastre. Morgoth avait secrètement corrompu les Orientaux, un groupe d'hommes qui avaient rejoint l'alliance de Maedhros, et dans la chaleur de la bataille, ils trahirent les elfes. Uldor, leur chef, se retourna contre Maedhros, dispersant ses forces. Bien que certains Orientaux, dirigés par Bor, restèrent loyaux, les dégâts étaient faits. L'armée de Maedhros, prise entre la trahison et les forces de Morgoth, fut défaite. Dans le chaos de la bataille de l'Est, les nains de Bélégost firent preuve d'une bravoure héroïque. Azaghal, leur roi, et ses guerriers, équipés de leurs masques de fer, tinrent tête à Glorung, le père des dragons. Azaghal blessa grièvement le puissant dragon, le forçant à fuir, mais le roi nain fut tué dans le processus. Les nains, en deuil pour leur roi, emportèrent son corps hors du champ de bataille, et avec leur retraite, le front oriental s'effondra. L'armée occidentale ne s'en sortit guère mieux. Gothmog, le seigneur des Balrogs, engagea Fingon dans un combat singulier. Malgré la bravoure de Fingon, Gothmog le terrassa et le tua, laissant l'armée occidentale sans chef. Alors que la bataille tournait en défaveur des elfes, Húrin et Huor, avec les hommes de leur maison,
firent un dernier acte désespéré en tenant tête à l'ennemi au marais de Sérèche. Uor fut tué par une flèche, et Húrin se battit avec une fureur inégalée, tuant au moins 70 orques avant d'être capturé vivant. Alors qu'il était enchaîné, Húrin se moqua des forces de Morgoth, criant « Le jour reviendra !» alors qu'il était emmené à Angband. La victoire de Morgoth lors de cette bataille fut totale. Les morts jonchaient le champ de bataille, et les corps des elfes et des hommes furent empilés en un immense tertre connu sous le nom de la colline des larmes, le seul endroit où l'herbe pousserait encore dans la désolation d'Amphoglith. Morgoth avait écrasé l'union de Maedhros, s'assurant le contrôle du nord du Beleriand et solidifiant sa prise sur la région. Les royaumes des Noldor étaient en ruine, leur peuple dispersé, et la résistance à la domination de Morgoth était brisée. Les elfes et les hommes luttaient pour se remettre de cette défaite catastrophique. Húrin, capturé, fut maudit par Morgoth et forcé de voir la ruine de sa famille. Malgré l'immense défaite, l'écho du courage de Fingon, l'espoir de Maedhros et la défiance de Húrin perdurèrent dans les cœurs de ceux qui continuaient à lutter contre l'ombre de Morgoth. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, celle-ci pourrait vous plaire également.